Ma soumise, mon amour, tome 1, une rencontre teintée d'absolu. Écrit et lu par Steve Haldeman. Ce titre est le premier des 4 volumes de la série Maître et soumise, leur histoire. Chapitre 1, le projet de vie. Depuis que je suis parti de Lyon, j'observe les gens dans la rame. J'aime ça. Habitué de cette ligne, je retrouve souvent les mêmes têtes. La proximité fait que l'on entend beaucoup de choses, si bien que ce que je connais de mes voisins dépasse, de loin, leur simple apparence. En savoir plus sur leur vie m'amène trop souvent à constater l'ampleur de la misère humaine. Cette jeune femme, par exemple, Mélinda, assise 3 rangs devant moi. C'est une belle femme, la trentaine. Elle arbore un sourire qui plaît et ses collègues sont sous le charme. Elle donne l'impression qu'elle s'éclate dans son boulot et qu'elle est épanouie, mais c'est faux. Au travers des bribes de discussion que j'ai perçues depuis près de 3 mois que je la croise, je sais qu'elle est divorcée et qu'elle a la charge de 2 enfants qu'elle a eus trop tôt. Elle ne parvient plus à assumer leur éducation et d'une façon générale, sa vie lui échappe. Elle le sait, mais elle continue comme ça. Il y a aussi ce représentant de commerce, Bernard. Il est bien habillé et très préoccupé par ses chaussures. Il m'amuse et m'agace à avoir toujours peur qu'on les lui abîme et à les essuyer quand un garnement lui marche dessus. De sa montre aussi, il est très fier. Il y a 2 ou 3 mois, il a trouvé une bonne âme pour lui parler de son mécanisme sophistiqué et de son assurance que c'était là un objet de séduction imparable. J'ai la sensation qu'il serait nu sans ses accessoires et qu'il n'est pas capable d'être juste par lui-même. Il n'est pas heureux, lui non plus, ça se voit, ça crève les yeux. Les personnes heureuses n'ont pas besoin de convaincre les autres qu'elles le sont. Dans ce train, il y a des voyageurs qui m'ont donné une impression plus positive. Parmi eux, il y a Huguette Grosbonnet. Des dents blanches sur un visage noir charbon, un look de fermière du siècle dernier et, parce que le hasard est parfois facétieux, une poitrine démesurée. Cette dame, d'un âge respectable, n'est pas là aujourd'hui. Et c'est bien dommage car j'aime discuter avec elle. Elle n'a pas eu de chance dans la vie. Pourtant, elle a toujours un sourire incroyable vissé sur la figure. Au début, je me suis dit, tiens, voilà une personne de qualité. Mais Huguette a son secret pour encaisser. Elle croit en Dieu. C'est sa façon de tout accepter sans se poser de questions. Le Dieu de Huguette, le fric de Bernard et la résignation de Mélinda sont 3 exemples de la faiblesse humaine. Et quand je regarde les gens, j'ai souvent l'impression qu'ils sont misérables. Pourtant, il suffit de faire les bons choix. Être honnête avec soi-même, avoir le goût de l'effort et s'adapter au monde qui nous entoure. Si nous savions tous appliquer ces 3 grands principes, nous serions heureux. Avant, je croyais que nous y étions tous aptes, mais plus maintenant. Alors, suis-je différent ? Je le pense, oui. Et pour cause, je n'ai pas perdu mes belles idées. Ces désirs d'absolu que l'on forme en général à l'adolescence et qui sont la promesse d'un avenir meilleur. Ces mêmes idées qui, plus tard, se heurtent violemment à la réalité du monde adulte et qui, pour l'essentiel, en sont les victimes. Aujourd'hui, ces principes sont mes bases les plus solides car je n'ai rien lâché. En moi, la raison et l'idéal ne se sont pas confrontés, ils se sont mariés. Partout où je suis passé et chez les personnes que j'ai croisées, j'ai rarement vu ce résultat. C'est ce qui fait ma supériorité. Cela fait des années que je me perçois ainsi et chaque expérience, chaque jour qui passe renforce ma conviction. Plus encore depuis que je suis chef d'entreprise. Cette profession m'était toute destinée et ce fut vraiment jouissif au début. Mes employés, pour une part, dépendent de moi et cela gonfle mon orgueil évidemment. Mais c'est aussi frustrant. Cette position m'oblige à conserver une certaine distance avec eux, en particulier en ce qui concerne leur vie privée. Pourtant, je pense que certaines personnes gagneraient à remettre leur volonté dans les mains de ceux qui l'assumeraient mieux, quitte à être un temps la marionnette de leur maître. J'ai envie de donner à mon existence une orientation qui corresponde à cette vision, et c'est précisément cette pensée qui accapare mon esprit ces temps-ci. Mon portable sonne. C'est Chloé. J'adore Chloé, c'est ma meilleure amie. On s'est connus alors qu'elle était en fac de droit et moi en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Au début, je la pensais hautaine et un peu pain-bêche, mais entre nous, le courant est vite passé. C'est la seule personne avec qui je m'entende si bien. Difficile d'expliquer pourquoi, mais il a vite suffi d'un regard pour avoir la même idée à l'esprit, pour être en phase tout bonnement. Nous avons le même humour souvent teinté d'ironie, et avec elle, j'ai l'impression d'avoir une sœur. D'ailleurs, elle doit m'héberger ce soir. « Bonjour Marc, ça va ? Ton train arrivera à l'heure ? » Oui, il y a eu un ralentissement au Creusot, mais ça ira. Tant mieux, c'est toujours le bazar pour se stationner à la gare de Lyon. Oh, tu viens me chercher ? T'es maso, tu vas te payer la traversée de Paris à 7 heures.
Il faut le dire si tu n'as pas envie de me voir, hein? Je prends soin de toi, je t'épargne le métro, et c'est comme ça que ma bonne action est accueillie? Mais non, c'est juste que ce n'est pas la peine, je peux me débrouiller. Que nenni, mon cher, j'ai plein de questions à te poser. Et comme Olivier est encore là, on ne sera pas tranquille tout de suite, alors j'en profiterai dans la voiture. Je l'entends farfouiller une seconde, puis elle m'annonce qu'il est 7h15 et qu'il faut qu'elle parte tout de suite si elle ne veut pas me faire attendre. La dernière fois que j'ai vu Chloé, il y a 2 semaines, je lui ai parlé de mon point de vue, de ma supériorité, et de l'envie que j'ai d'influer sur le destin d'autres personnes. Je m'étais demandé comment elle allait réagir, parce que j'ai bien conscience que cela peut me faire passer pour quelqu'un de suffisant. Mais je savais qu'elle ne s'en offusquerait pas. Elle s'est amusée de ce qu'elle a appelé mes masturbations cérébrales. La conversation s'étant déroulée sur un trottoir avant qu'on se quitte, Chloé n'est pas allée plus loin, mais visiblement elle n'a pas oublié. Les paysages campagnards nocturnes ont laissé place aux lumières de la ville et le train a beaucoup ralenti. Je me suis posté devant la porte du train avant l'arrêt pour pouvoir échapper à la cohue des voyageurs, mais c'est peine perdue. Arrivé au bout du quai, c'est bondé. Ça se croise dans tous les sens, ça se bouscule, ça peste. Visiblement, 3 trains ont déversé leurs voyageurs en même temps. Dehors, il pleut, mais ce début de mois d'octobre est assez clément. Au pied du beffroi, pas de Chloé en vue, mais je repère son véhicule en contrebas. Mon amie en sort alors que je m'avance et elle vient me faire 4 bises. Elle a le sourire et un petit air malicieux. Elle m'ouvre le coffre où je glisse mon sac de voyage ainsi que la sacoche de mon portable, et je passe vite à droite pour éviter la pluie qui tombe un peu plus fort. Dans la voiture, je m'aperçois qu'elle est ravissante, comme d'habitude. Elle porte un tailleur gris avec des chaussures assorties. Tout lui va. Ce n'est pas parce qu'elle a un physique facile, mais parce qu'elle est à l'aise, tout simplement. Chloé, qu'elle soit en salopette et bottes en caoutchouc, ou bien en robe fourreau et talons aiguilles, elle a toujours la même expression un peu mutine et comme un air de défi sur le visage. C'est le genre de fille qui assume parfaitement sa féminité, sa sexualité aussi. Et ça, forcément, ça attire bien des hommes, bien des femmes aussi. Elle le sait et en profite, sans pour autant collectionner. « Tu es superbe. »« Oui, ça va, je sais, » me dit-elle sur un air faussement orgueilleux. « Toi, par contre, tu as l'air fatigué, mais ne crois pas que je vais t'épargner. J'ai beaucoup repensé à notre dernière discussion. »« Super. Mais au fait, pourquoi Olivier ne reste pas ce soir ?» Sa mine se renfrogne. « Ah, Olivier. » Elle tourne vers moi un regard embêté. « Allez, tu t'en fous d'Olivier. Et puis je n'ai pas envie de parler de lui. On va arriver et je n'aurai pas le temps de savoir ce que je veux. » Pour ça, il faudrait que tu démarres, on n'a pas encore bougé. Je boucle ma ceinture de sécurité et, profitant du feu vert, elle s'engage sur le boulevard Diderot pour rejoindre le 7e arrondissement. « Tu ne l'aimes plus ? » ?»« T'es chiant. Tu le sais, ça ? T'as gagné. Je ne sais pas si je l'ai jamais aimé et en ce moment il m'agace. Mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. J'ai envie de parler avec toi et pour ça, je veux une soirée tranquille. » Je suis déçu pour elle, mais je m'efforce de ne pas le lui montrer. Je ne lui ai jamais connu d'amour franc, et ça fait un moment que je m'inquiète de ne pas la voir plus heureuse que ça. « Ok, je capitule, dis-je en souriant. Tu peux torturer le pauvre travailleur harassé que je suis. J'espère que tu auras des regrets après ma mort et que ta conscience viendra te tarauder. » Alors là, mon petit père, compte là-dessus. Bon, pour commencer, tes idées sur ta supériorité ne m'ont pas choqué. À 28 ans, tu es le chef d'une entreprise florissante que tu as montée seule, alors il est clair que tu fais partie du haut du panier. Franchement, je suis étonné qu'il t'ait fallu autant d'années pour t'en apercevoir. Elle fait une pause, le temps de négocier un changement de voix. Tu aimes ton rôle de dirigeant, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais ce que tu m'as dit, ça va plus loin. Et entre dirigeant et despote, la frontière est parfois mince. Alors je sens que tu as un truc pas clair dans la caboche, non ? Tu as peur que ton vieux copain tourne mal, qu'il vire fasciste, c'est ça ? J'y ai pensé, c'est vrai, mais ce n'est pas crédible, je te connais. Je sens juste que ta réflexion a dû te mener quelque part. Allez, arrête ton petit jeu et réponds-moi franchement. Ok. Tu m'as déjà connu avec une compagne plus de 3 semaines ? Non ? Quel rapport ? Honnêtement, je n'en voyais pas non plus jusqu'à il y a peu. Mais maintenant, je suis persuadé qu'il y en a un. Explique. Je t'ai toujours dit que si je n'étais jamais resté longtemps avec une femme, c'est parce que je n'étais pas tombé amoureux. Et en effet, quand je sens que ça ne va pas, je préfère s'aborder une relation sans avenir. Oui, je n'ai jamais su quoi en penser. Amélie, que je t'ai présentée, n'a pas compris non plus. D'après elle, tu n'as pas pris le temps de voir si ça pouvait marcher. Eh bien, je n'avais pas trop réfléchi aux raisons de ces échecs ni à celles de mon célibat quasi continu. En tous les cas, pas assez. Oui, dit-elle mutine, c'est à se demander si tu es fait comme tout le monde, hein, parce que vivre sans sexe, c'est pas humain. Nous entrons rue Rousselet, où habite Chloé.
Elle s'arrête en face d'une porte de garage, active un bip et s'engage dans la rampe menant au sous-sol. Alors qu'elle vient de se garer, elle se fiche soudain. « Tu es en train de m'annoncer que tu es gay ?»« Gay ? Moi ? Mais non, rien à voir. Je n'ai aucune attirance pour les hommes. Aucune. » Elle me regarde avec un drôle d'air alors que nous entrons dans l'ascenseur. « Tu as quand même réussi à ne pas me donner ton explication, me dit-elle en souriant. « J'aurai tout le temps de t'en reparler pendant la soirée, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, je suis ravi que tu m'aies branché toi-même sur le sujet. » Nous sortons sur le palier et l'instant d'après, Olivier nous ouvre. C'est la première fois que je le rencontre et il me paraît tout de suite conforme aux descriptions de Chloé. Au-delà de son apparence de jeune premier, je le sens gêné. C'est compréhensible, car sa petite amie s'apprête à héberger un homme qu'il ne connaît pas. Pour ne rien arranger, il est clair que sa volonté s'est heurtée à celle de sa compagne et qu'il n'a pas eu le dessus. En plus, Chloé n'est pas très agréable avec lui. Comme il reste interdit sur le palier sans nous accueillir, elle le rabroue. Pour détendre un peu l'atmosphère, je le questionne sur son métier de trader. Alors que, par courtoisie, il emporte mes bagages dans la chambre d'amis, je l'entends me donner des réponses évasives sur la volatilité des cours de bourse. Chloé s'est éclipsée sans même l'embrasser et de l'étage, elle m'invite à me mettre à l'aise. Son appartement est magnifique. Le plafond cathédral, incurvé pour suivre la courbe du toit haussmannien, passe par-dessus la balustrade de la mezzanine pour rejoindre la verrière qui occupe toute la largeur de la pièce. En plus, la vue donne sur la belle symétrie du parc de la clinique Saint-Jean-de-Dieu. Le couple me rejoint bientôt autour de la table basse sur laquelle sont disposées quelques coupelles de gâteaux et de fruits secs. Au cours de l'apéritif, l'ambiance est lourde. Chloé a l'air détendue, mais elle ne semble pas disposée à relaxer son compagnon. Elle n'a qu'une envie, c'est qu'il s'en aille, comme elle me l'a fait comprendre. Olivier, lui, est toujours aussi mal à l'aise. Un silence pesant finit par s'installer. Pour en sortir, je demande à Olivier s'il reste manger avec nous, avec l'espoir que Chloé le congédie pour que ça s'arrête. Ça ne rate pas. Sous prétexte de la longue route qui l'attend, elle l'invite à ne pas tarder. Il ne répond rien, mais sa contrariété crève les yeux. J'ai pitié de lui, mais je finis par me lasser de son air de chien battu. Sur le ton de la provocation, je lui dis qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, parce que je prendrai bien soin de sa compagne. J'imagine qu'il va en profiter pour me répondre quelque chose de bien senti, mais non, il reste impassible. Au bout d'un moment, il vide le fond de son verre et me souhaite une bonne soirée. Chloé le raccompagne dans l'entrée, et bientôt j'entends la porte de l'appartement se refermer. Lorsqu'elle revient dans le salon, elle a un air bizarre. « Dis donc, ton bonhomme a toujours été comme ça, ou c'est toi qui as un effet castrateur ?» Ça n'a pas le don de la faire rire. Désolé, mais tu n'as pas l'air heureuse. Elle me regarde avec un sourire mélancolique. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais ne t'en fais pas. Je me cherche, c'est tout, et je ne suis pas sûr qu'Olivier et moi allions ensemble. Je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose dans son caractère qui me déplaît, comme une sorte de faiblesse que j'ai pris au début pour de la gentillesse. Elle marque une pause. Je n'ai pas envie d'en parler. Et puis maintenant qu'il est parti, dis-moi enfin ce que tu comptes faire. D'accord. Eh bien, je te parlais des raisons pour lesquelles je n'ai jamais eu de relation longue. Je sais pourquoi maintenant. Je veux une relation plus forte, une histoire d'amour sans concession, quelque chose qui me corresponde vraiment. Ok, et donc ? Je pense que seule une femme soumise pourrait me plaire. Comme je m'y attendais, elle roule des yeux puis éclate de rire. J'aurais bien envie de te vanner si tu n'avais pas l'air si sérieux. D'autant que je me doutais, enfin je pressentais vaguement que tu en viendrais à quelque chose de ce genre. Nous nous observons mutuellement. Tu sais, je doute que tu puisses aimer une fille sans âme. Oula, je ne pense pas à quelqu'un qui n'ait pas de caractère. Je parle d'une femme ayant un fort penchant pour la docilité et qui l'assume pleinement, pas uniquement par jeu comme beaucoup y seraient facilement disposés. Je voudrais une femme qui accepte que je la dirige et qui souhaite m'obéir. Ouais, une esclave en gros. C'est un fantasme ça. Tu ne crois pas vraiment que ça puisse exister, si ? Peut-être, je verrai bien. Chloé me regarde hilar, sans rien dire, puis se met à me balancer des coussins en riant. Alors là, mon petit père, ça ne va pas se passer comme ça. Elle se lève et vient m'ébouriffer, joyeuse comme une gamine. On va manger, et après, tu auras intérêt à trouver mieux comme échappatoire ou ça va être la guerre. J'ai quand même plein de questions à te poser. Dans la cuisine, je l'aide à préparer le repas et à mettre la table. Après quelques minutes, une cocotte fumante est servie et l'odeur qui en émane me fait saliver. Je ne m'en suis pas aperçu jusqu'à présent, mais j'ai une faim de loup. Pendant que nous mangeons, Chloé s'enquiert de la nature de mes activités à Lyon. Puis elle s'amuse à me chambrer, à mimer le maniement du fouet avec une expression comique très réussie.
Alors que nous finissons nos assiettes, je relève la tête et la fixe plus sérieusement. « Tu ne bats pas Olivier, au moins ?» Elle rit. « J'en étais sûr, j'ai bien vu son air abattu en partant. T'es une vicieuse, je le sais. Je parierais que tu le brimes et que tu l'humilies. » Elle rit mais ne répond rien. Mon trait d'humour ne doit pas être aussi fin que je l'ai estimé. Le dessert avalé, elle débarrasse la table et revient sur le sujet de la soirée. « Bon, qu'est-ce qui te fait penser qu'une femme soumise pourrait te plaire ? Tu ne crois pas que tu pourrais t'en lasser ? » Non, je ne crois pas. Ça pourrait arriver si je voyais ça comme un jeu, mais ce n'est pas le cas. Mais dans la pratique, pourquoi tu en as envie ? Parce que je pense qu'en dominant une femme qui en ressent le besoin, je pourrais lui apporter de la sérénité. Et puis le désir de se sentir puissant est ancré en chacun de nous, et chez moi, c'est assez virulent. Bon, donc tu vas te trouver une gentille petite femme bien docile, et puis voilà. C'est excitant, je trouve, j'ai hâte de voir ça. Ce n'est pas aussi simple de mon point de vue. Comment juger du caractère de celle que je vais rencontrer, de la pérennité de ses dispositions ? Et puis, jusqu'où suis-je prêt à aller pour ça ? Se faire obéir signifie aussi savoir punir ? Comment ? À quel point ? Je pense qu'il y a là matière à d'importantes réflexions que je ne veux pas négliger, sous peine de me fourvoyer. Tu me fais bien rire avec le ton doctoral que tu prends pour m'expliquer tout ça. Tu as l'air très convaincu, en tous les cas. Je le suis, c'est sûr. Je l'observe un instant. Ma chère, vous m'avez l'air d'avoir obtenu toutes les réponses que vous désiriez. Il est temps que je vous questionne à mon tour. À propos de quoi ? Je vois bien que ce discours sur la soumission ne vous laisse pas indifférente, mademoiselle Chloé Journet. Alors, qu'en est-il ? 23h30 déjà, mais c'est qu'il est tard. Elle me sourit comme si elle demandait grâce, mais me voyant intraitable, elle capitule. Bon, d'accord, tu n'as pas tort. Ça m'intéresse parce que je me pose des questions en ce moment. Elle se lève, me propose une infusion et met une casserole d'eau à chauffer. Puisque tu l'as remarqué, ça ne va pas avec Olivier. En fait, je sais que c'est fini. Je ne vais pas tarder à le lui dire. Je ne l'aime pas. Il y a des choses qui me déplaisent ou qui me frustrent chez lui, et ce n'est pas le premier qui me donne cette impression. En écoutant ce que tu as dit la dernière fois, et encore plus maintenant, j'ai la sensation que ça pourrait bien venir de moi. Peut-être qu'il me faut quelqu'un qui ait du caractère. Je souris aussitôt. « Je te vois venir, me dit-elle. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je n'ai rien d'une femme soumise. Au contraire, l'inverse pourrait m'amuser et plutôt 2 fois qu'une. C'est pour ça que tu m'intéresses. Moi aussi, j'ai cette envie de dominer parfois, mais par jeu, pas comme toi. Ce que je voulais dire, c'est que si je rencontre quelqu'un qui me fait vraiment vibrer, peut-être que je pourrais m'adoucir ou faire des concessions. Pour ce que je connais de tes aventures, je suis d'accord avec toi sur un point. Tu n'as jamais choisi de partenaire à ta mesure. Tu les écrases sous ta personnalité. Les pauvres ne se sentent pas à la hauteur et pourtant ils sont subjugués. Tu exagères. Tu me dépeins comme une femme inaccessible et froide, et autoritaire et castratrice, une vraie furie perverse, je le sais bien. T'es con, me dit-elle en souriant. Oui, j'avoue. Mais pour en revenir à ce que tu disais, je pense que tu devrais choisir tes amants autrement, ou assumer vraiment ton caractère fort. Chloé reste pensive. J'imagine que tu as raison, mais ça ne me paraît pas si simple. Essaye de changer de milieu, pour rencontrer d'autres personnes. Pour ça, j'aurais bien quelque chose de malhonnête à te proposer. C'est une des raisons pour lesquelles je t'ai parlé de tout ça. Ah ? Oui, c'est une proposition un peu limite d'ailleurs. Je t'explique. L'éducation de ma future femme sera complexe à réaliser et je pressens que j'aurai besoin d'aide. J'ai pensé à toi. Elle plisse les yeux et mime une grimace. Dans le cadre de tes machinations machiavéliques, ton esprit tordu a concocté un plan secret sadomaso pour... Sadomaso, moi ? Mais pas du tout, ma chère. Ah ? S'étonne-t-elle. Ben zut alors, j'avais espéré. Sa réaction me plaît et me fait rire. Oui, sadomaso si tu veux. L'idée a l'air de t'amuser. Tu me proposais de changer d'air. Comme ça pourrait me plaire, je ne vois pas pourquoi je me priverais. Mais bon, je dis ça, je ne sais pas en quoi tu pourrais m'associer à tes conspirations. Alors justement, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien, tu pourrais m'aider de plusieurs façons, en me permettant de surprendre celle que je choisirais, par exemple. Chloé a tout un tas de questions qui lui viennent en vrac, alors je m'efforce de la rassurer. Déjà, je n'ai aucune intention de lui demander quelque chose dont elle n'aurait pas envie. Je compte juste sur sa liberté et son aisance avec les choses du sexe. Comme elle insiste, je lui dis que, par exemple, je m'attends à trouver une femme n'ayant aucune expérience de la bisexualité. Je pourrais envisager de te solliciter pour m'aider à faire fondre ses résistances. Si ce n'est que ça, mais tu peux aussi parler de répulsion. Ne compte pas sur moi pour forcer qui que ce soit à quoi que ce soit. Et puis encore faudrait-il qu'elle me plaise.
Ne t'inquiète pas, je n'ai pas une âme de violeur. J'ai parlé de faire fondre, pas de brutaliser. Et puis, tu verras bien quand ça se présentera. Chloé acquiesce. Sa curiosité est satisfaite pour le moment. Comme il se fait tard, je lui demande si elle travaille demain. Non, me répond-elle en bâillant. Et heureusement, je suis vannée. Nous décidons d'aller nous coucher. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Chloé remet le sujet sur le tapis. Tu es sûr que tu ne veux pas d'insoumis ? Je te promets que je t'aiderai aussi. Pour ça, je crois que tu peux te débrouiller toute seule. Essaye de convaincre Olivier. Ah non, pas lui. Je vais le quitter dès cet après-midi. Je me suis fourvoyé, cette relation n'aurait rien donné. Je ne sais même plus pourquoi il m'a attiré. Mais sinon, que penses-tu de revoir Amélie ? Ouais, je ne sais pas. Pourquoi ? Chloé me sourit et je comprends que cette question trahit surtout son intérêt à elle. Elle te plaît ? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elle est belle. Et puis je la trouve trop sage parfois. Je ne peux pas m'empêcher de croire que ça doit cacher quelque chose. Si elle est comme ça au lit, ça ne doit pas être folichon. Eh bien, essaye d'en faire ta poupée. Je ne sais pas si je pourrais. Je ne me vois pas faire ça. Toi, t'es hyper sérieux quand tu me parles de ce genre de relation. Moi, je risque de piquer un fou rire ou de ne pas savoir quoi faire. C'est toi qui vois. L'horloge indique 11h30. Je vais devoir te laisser. Je dois arriver avant les déménageurs et ils n'ont pas les clés. Il va falloir que je parte aussi. Je dois rejoindre Olivier, on doit manger chez ses parents. Ils sont adorables, je ne me sens pas de le planter juste avant le repas. 10 minutes plus tard, nous émergeons du sous-sol et Chloé me dépose devant une bouche de métro. Alors que je suis ballotté dans le RER, je repense à tout ce que j'ai accompli depuis que j'ai créé mon affaire, rue Victor Massé, à Paris. C'était sympa de loger au-dessus de mes bureaux, mais c'est vite devenu trop petit. Il était temps de trouver une solution. Cet immeuble quasi neuf, que j'ai trouvé par adjudication il y a 6 mois, était une opportunité à ne pas rater. Il s'agissait d'une école inachevée sur 2 hectares de terrain située à Magny-le-Hongre, à côté de Disneyland. Depuis 3 mois, j'ai fait aménager l'aile nord pour y créer le siège de mon entreprise. J'y ai aussi créé mon habitation. C'est parce qu'il y a eu du retard dans les travaux que Chloé m'a hébergé cette nuit. Au tout dernier moment, il s'est avéré que je ne pourrais pas emménager alors que mon appartement parisien avait été vidé avant mon départ pour Lyon. Maintenant, je vais pouvoir continuer à habiter juste au-dessus de ma société. C'est un luxe dont je n'avais pas envie de me passer. Ragaillardi par cette vision d'un futur aussi proche que plaisant, je me laisse bercer par le sifflement du train qui glisse sur les rails.